chemin. Donc, c'est une émission où on voit différentes femmes qui se sont démarquées dans la communauté et on peut s'inspirer, c'est-à-dire aller piger dans leur bagage et en mettre un peu dans notre bagage sans toutefois perdre notre essence. Avec nous, nous avons l'honneur de pouvoir accueillir une grande dame. J'ai nommé nulle autre que Madame Dorothy Alexandre. Merci de m'accueillir dans cette si belle plateforme. Sincèrement, bravo. Merci beaucoup, Dorothy. Donc, Dorothy, présente-toi en gros. Je sais que tu fais plusieurs choses. Présente-toi en gros et ensuite, on va partir notre petite conversation. Alors, je suis premièrement enfant de Dieu, donc c'est quelque chose que j'aime dire. Je suis une femme née à Montréal, de parents d'origine haïtienne. Je suis également une personne qui aime les gens. Donc, j'ai écouté une autre de tes entrevues où est-ce que tu as reçu Miche-Rose Filosca, une femme que je respecte énormément, et qui a dit qu'elle est une personne qui aime les gens. Donc, moi également, je suis passionnée de la communication, passionnée des gens, et c'est ce qui me fait carburer à tous les niveaux. Alors, entrepreneur en communication, je fais différents événements. Donc, je vais animer des panels de discussion qui vont porter sur différents enjeux, que ce soit l'entrepreneuriat, la diversité, les médias, la jeunesse, la condition féminine, et un peu également la participation citoyenne. Outre ça, je produis du contenu numérique engagé, donc on aura l'occasion d'en parler un peu plus tout à l'heure, mais je produis un podcast. Mais avant d'être entrepreneur, ce que j'ai fait pendant 7 ans, j'ai été journaliste au sein du groupe TVA. Ça a été vraiment mon école de communication pendant toutes ces années pendant lesquelles j'ai pu développer cette attitude-là, ces capacités-là. Et pour terminer, je dirais qu'en gros, au niveau de mon engagement social, ça fait une 15aine d'années que je suis impliquée et aujourd'hui, je suis la présidente du Conseil des Montréalaises. Donc, ce que ça signifie, c'est que toutes les Montréalaises qui sont ici, je suis un peu votre représentante auprès de l'administration municipale, donc de Valérie Plante, avec mon groupe, bien sûr. On est une organisation, donc un avis consultatif, qu'on fait des recommandations auprès de la ville. Et le but, c'est de s'assurer que toutes les politiques, tous les projets, tous les avis qui sont émis par la Ville de Montréal tiennent en compte la réalité de toutes les femmes sur l'île de Montréal, peu importe leurs conditions, leur orientation sexuelle, leur statut socio-économique, leur religion, etc. Wow! Ça, c'est vraiment super. Donc, nous sommes très bien représentés, n'est-ce pas? C'est mon objectif, merci. J'ai pu te voir au sein de plusieurs événements et je sais aussi que tu as eu un parcours, tout un parcours, partir de TVA à sa propre entreprise. TVA, une grosse boîte. Souvent, on a de la difficulté à y retrouver de la diversité. Se rendre là et prendre la décision de devenir entrepreneur. Oui. Dorothy, explique. Je te dirais qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est que c'est important de savoir quel est ton grand pourquoi. Et il faut connaître son identité. Pourquoi je vous explique cela? Quand j'ai terminé mon bac, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire avec ce bac-là, parce que j'ai un bac en réadaptation physique de l'Université Concordia. Qu'est-ce que ça veut dire en hiver? Ça veut rien dire, ou presque. Ce que ça signifie, c'est que pendant ces 3 années, j'ai été sur les bancs d'école et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Par contre, j'avais quand même un certain talent qui était en communication et c'est ce que j'ai développé tout au fur et à mesure de mes divers emplois. On parle de compétences transversales et c'est la raison pour laquelle mesdames, parce que ce sont des dames, j'imagine, qui nous écoutent, c'est important de savoir quelles sont nos compétences transversales. Parce que lorsqu'on a peut-être fait certaines études et qu'on ne sait pas trop quoi faire avec, mais nos compétences transversales sont ce qui nous permettent de nous renouveler. Donc, c'est vraiment ce qui est arrivé avec moi. Alors, j'ai terminé mon bac, donc de 22 ans jusqu'à 28 ans, j'étais une femme perdue. Et il faut dire également que quand j'étais enfant, j'étais une femme extrêmement timide. J'étais une femme qui vivait dans l'ombre des gens. J'avais peur de respirer en public. Non, mais sincèrement, les gens rient, mais c'est une réalité. Puis c'est pour ça que je me vois aujourd'hui, je me dis, si je suis où je suis aujourd'hui, tout le monde peut y arriver. Sincèrement, c'est une question de volonté, c'est une question d'être bien entouré également. Donc, ces 6 années-là pendant lesquelles j'étais perdue, j'ai toujours eu, par contre, ce devoir de m'engager. Tu as reçu également une autre collègue, la Claire, de m'engager, de m'impliquer socialement. Et c'est à travers ces implications sociales que j'ai découvert
petit à petit les potentiels qui sommeillaient en moi, jusqu'au jour où j'ai vendu des cosmétiques pendant 4 années. Et cette période-là a été pour moi un incubateur d'amour de moi-même. Vraiment? C'est-à-dire, oui, parce que j'étais entourée de femmes qui finalement me disaient « Dorothée, t'es belle », j'étais plus complexée par ma couleur foncée. Et je voyais que malgré le fait que j'avais des études, que je ne savais pas avec quoi, qu'est-ce que j'allais faire avec, mais j'avais des gens qui croyaient en moi. Alors, j'ai pas fait d'argent, par contre, j'ai presque fait faillite. Ça, je le dis, c'est ma mère qui m'a aidée. C'est une réalité, ça fait partie du parcours. Oui. Et j'ai essuyé beaucoup d'échecs dans cette entreprise-là parce que j'avais voulu devenir directrice, j'ai voulu avancer et ça bloquait parce que je cherchais trop l'amour des autres. J'achetais les produits pour l'amour des autres. J'achetais des produits pour avoir la reconnaissance de qui j'étais. Alors, je me suis dit, c'est peut-être pas le bon véhicule pour moi, mais j'avais trouvé quelque chose. Tout ça pour dire que quelques années plus tard, donc en 2009, c'est Barack Obama qui a sauvé ma vie. Barack Obama a sauvé ta vie. Ben, je suis Barack Obama, Dieu à travers Barack Obama, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en 2009, il a été élu en 2008, donc novembre 2008. En janvier 2009, il a fait son premier voyage international, donc diplomatique, au Canada. Il est parti rencontrer Stephen Harper. Et puisque j'étais perdue, puis que j'avais du temps, je me suis rendue à Ottawa, sur la colline parlementaire. Et c'est à cet endroit-là que Edner Kajusma, qui est le propriétaire de bottinhaïtien.com, tu connais, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc, c'est un homme que je respecte beaucoup et c'est grâce à lui que je suis en communication. Parce qu'il couvrait l'événement et à l'époque, il faut se rappeler, en 2009, il n'y avait pas d'événement dans la communauté haïtienne où est-ce que des gens avaient des grosses caméras pour faire des reportages. Ça fait même pas 10 ans. Mais lui, il se dévouait, il le fait encore aujourd'hui sans être payé nécessairement. Et il m'a dit, Dorothée, veux-tu travailler avec moi, couvrir des événements dans la communauté? Je disais, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Et j'ai commencé tranquillement avec lui. Donc ça, c'était en février 2009. Et en avril à peu près, on a couvert un événement qui était le gala de l'Association d'Anime Pacifique du Québec et il y avait 2 personnes de TVA qui étaient là. Oh. Donc un chef d'antenne et le défunt Jean Lapierre, Paul Larocque. Les 2 étaient les porte-parole de l'événement. Et c'est là qu'on m'a dit, Dorothée, est-ce que tu veux être à TVA? Et j'ai dit non. J'ai jamais réfléchi à ça. J'ai jamais pensé devenir journaliste. Je regardais pas les nouvelles. Je lisais pas les journaux. Je savais à peine qui étaient les premiers ministres de tel et tel pays. Donc, ma culture générale était vraiment pas très élevée. Vraiment? Oui. T'es pas gênée de le dire? Non, je suis pas gênée de le dire parce que c'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant. C'est-à-dire, à partir du moment que j'ai vu qu'une opportunité était devant moi, je me suis retournée de côté puis j'ai dit à une de mes amies, qui est Marie-André Desrivaux, conseillère en orientation, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je mets dans mon CV? J'ai un bac dans lequel j'ai jamais travaillé, j'ai pas de confiance en moi, j'ai pas étudié en communication et en plus, j'ai fait 8 jobs en 8 ans. Pourquoi TVA voudrait de moi? Et là, j'ai pris 3 semaines avant de lui envoyer mon CV. 3 semaines. 3 semaines. Mais ce qui a été vraiment énorme pour moi, c'est que ma copine m'a dit, tu sais, Dorothée, tu as des compétences. Pourquoi tu fais pas ton CV par compétences, mets toutes tes compétences en communication avant et ensuite tu mets tes études. Et avec mon démo, c'est comme ça que j'ai pu convaincre la personne qui recrutait à TVA. Et je suis restée 7 ans. Et wow! Oui. Ça, c'est tout un accomplissement parce que c'est là que je t'ai plus connue aussi. Oui, exactement. Puis je vous dirais que ça n'a pas été facile parce qu'à TVA, c'est 300 jours travaillés de probation. Ça veut dire que pendant 2 ans, j'étais sur un bouton eject. Et là, j'ai fait des maux de tête. À un moment donné, j'avais tellement de migraines que j'ai été voir le docteur. J'étais sûre que j'avais un cancer du cerveau. C'est vraiment sincère, là. Puis on m'a vraiment dit c'est juste le stress. C'est pour vous dire à quel point je voulais tellement réussir. Et pour moi, c'était... toute ma vie, je considérais que c'était comme un échec. Parce que quand je venais de commencer quelques années plus tôt, je fréquentais la jeune chambre de commerce haïtienne. Tout le monde était avocat, tout le monde était comme administration, tout le monde était en comptabilité. Puis moi, j'avais un bac en réadaptation physique. C'est comme ça, moi. Tu sais, j'étais vraiment complexée par ma personne. Donc, pour moi, TVA, c'était comme « failure is not an option ». C'était, si j'ai réussi à entrer là, il faut que j'y reste. Mais après, une fois que j'étais là, maintenant, ma mission de vie, je vous ai parlé du grand pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que mon grand pourquoi m'a permis de rester? Parce qu'il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et j'ai dit, là, maintenant, la diversité devient mon cheval de bataille. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que j'ai pu passer, entre autres, à travers les épreuves. Donc, en résumé, j'ai travaillé avec tout le monde. Sophie Thibault, Pierre Bruno, Salut Bonjour, Argent, LCN, you name it. Donc, pour moi, ça a été vraiment mon école de travail, de vie en communication.
Mais là, tu as fait le saut d'une grande entreprise où failure was not an option, c'est-à-dire que l'échec, c'est pas une option. Et là, tu as passé de là à devenir entrepreneur. Exact. Parce que, je rentre dans du très privé, puis je vais retourner mes émotions. Parce qu'en 2012, j'ai fait une fausse couche. Et cette fausse couche-là était très capitale dans ma vie parce que j'étais à une période où est-ce que je me disais, quelle est mon identité? Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on attribue notre identité à notre travail, à nos projets, aux gens qui nous aiment, à nos réalisations. Et à cette époque-là, je ne m'épanouissais plus autant à TVA. Donc, je m'étais accrochée à ce petit bébé-là dans l'optique de partir en congé de maternité et de voir pendant mon congé de maternité ce que j'allais faire. Et j'ai perdu l'enfant. Et pendant que j'étais à l'hôpital, on m'a dit que j'en portais 2. Ouais. Et donc, il y en avait un qui était décédé à 5 semaines et l'autre qui était décédé à... j'ai fait la fausse couche tardive à 15 semaines. Donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, j'ai tout perdu, tout repère. Parce que j'attendais juste de quitter un emploi dans lequel c'était bien, mais que je ne voyais plus ma mission de vie. Pourquoi? Parce que je suis une fille hyper positive dans un premier temps. Et la salle de nouvelles carbure, selon moi, au conflit, au négatif, aux guerres, aux enfants qui décèdent. Et pour moi, ça venait trop me chercher. Donc, j'ai passé une longue année qui a été difficile après 2013. J'étais vraiment en petits morceaux. Et je me suis dit, comment est-ce que je me retrouve? Et grâce à Dieu, j'ai quand même un excellent conjoint qui m'a vraiment ramassé par la petite cuillère. Mais 2013 a été quand même capital parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la charte. Et la charte est venue chercher une rage en moi. Si vous vous souvenez je pense que beaucoup de gens, c'est venu chercher une rage en soi. Mais pendant cette période-là, en 2013, donc c'est l'automne 2013, j'étais déchirée. Je me disais, je suis une journaliste, mais je ne peux pas parler trop fort parce que j'ai un devoir de réserve. Mais en même temps, on fait des choses à mes frères et sœurs que je considère la communauté musulmane et je dois faire quelque chose. Donc, c'est là que j'ai dit, Dorothy, tu vas reprendre cette énergie négative et tu vas la remettre de façon positive. Et à cette époque, donc en novembre 2013, j'ai lancé la web-série 100 mots. Et c'est là que je dis, je peux commencer à changer le narratif. J'ai pas de ressources, j'ai pas d'argent, mais j'ai une caméra, je sais parler, mon frère connaît un peu la technique, et c'est comme ça que tranquillement, j'avais lancé une émission où c'était la première fois au Québec qu'il y avait des jeunes de confession musulmane sur le web qui s'étaient exprimés. Ma première clip a eu 75 000 vues. Une de mes filles qui était dans mon émission était le dimanche suivant à Tout le monde en parle. Donc, c'est là que je savais que j'avais quelque chose et je suis quand même restée 2 ans après à TVA, mais j'ai eu ma poupoune en 2014 et cette fois-ci, j'ai pas fait la même erreur qu'avant. J'ai dit, Dieu, tu m'as donné cet enfant, prends soin de moi, mais je ne mets pas tout le poids de qui je suis sur cet enfant-là. Donc, j'ai embrassé la maternité comme ce doit être fait. Et ça a changé toute la chose parce que, en plus, j'étais alitée à 4 mois. Donc maintenant, alitée de 4 mois jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement, mais j'étais entre 4 murs. J'avais plus le choix de réfléchir sur ce que je voulais vraiment faire. Et c'est là que j'ai dit, tu sais quoi, je pense que je vais quitter TVA à mon retour et me lancer pleinement dans mes projets. Wow! Ouais. Ma fille change ma vie. Je l'ai dit dans l'autre émission, mais ma fille a vraiment changé ma vie. Wow! Mais ce que je vois, en résumé, c'est que tu as repris le contrôle de ta vie. Au lieu de laisser les circonstances contrôler ta vie, c'est maintenant toi la leader. Oui. Et il y a quelque chose que tu avais dit lorsque je t'ai vu sur la plateforme de Vie au féminin lors de leur lancement. Ça parlait d'échecs et tu avais parlé du fait que, premièrement, ta perception de l'échec est très intéressante. Et l'autre chose... J'aime l'échec. Intéressant. Oui. Et tu te laisses diriger. Oui. Donc, explique-moi. Ok, tu peux. On commence par où? Ok. Moi, quand je dis j'aime l'échec, c'est pas vrai. Là, ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas. Il ne faut pas dire échec. Pour moi, tout est une leçon apprise. Alors, ce que ça signifie, c'est que quand tu vis des moments qui sont difficiles, il y a plusieurs choses. C'est soit que c'est toi qui es responsable parce que tu as mal évalué ton temps, tu as mal évalué les circonstances, peu importe, ou c'est d'autres personnes auxquelles tu t'es accroché qui ne fitent pas avec qui tu es. Et moi, j'ai un adage qui est très clair, je ne mets pas ma semence dans n'importe quoi. Parce que tout ce que je suis, on est né de la terre, on est une semence. Et
quelque chose peut paraître une bonne opportunité, mais ne pas l'être. Donc, c'est pas parce que quelque chose est populaire, est un mouvement, que ma semence va dedans. Je peux peut-être t'encourager de loin, t'applaudir, mais ça veut pas dire que ma semence est dedans. Donc, je fais très attention à l'énergie, aux gens que je côtoie, mais ça, ce que ça prend à se connaître soi-même. Ça prend des fois qu'il y a des périodes qui sont difficiles, que là, des fois, quand tu as des périodes difficiles, le ménage se fait automatiquement. Parce qu'une autre chose que j'ai pas dit, c'est que quand j'étais à TVA, j'avais un clout, là, si tu veux dire, un rayonnement qui venait avec le fait que j'étais à TVA. Mais entre la période que j'étais accouchée, alitée, puis les gens ne savaient pas parce que je n'avais pas mis sur les médias sociaux, et que j'ai quitté TVA puis que je suis revenue sur le marché du travail, j'avais plus d'identité pour les gens. Les gens ne savaient plus dans quel panier mettre. Et qu'est-ce qui arrive? Les gens s'éloignent. Les gens ne comprennent pas, ils sont comme « Attends, dois-tu être plus à TVA? » Fait qu'ils ne te codent plus vraiment pour ça. Est-ce que tu as encore des contacts, etc. Mais moi, cette période-là, je l'ai prise pour moi, pour me reculer. Donc, ce que j'avais considéré dans le passé comme des échecs, c'était pour moi tellement des belles leçons, parce qu'à partir de ça, c'était devenu la base de ma vie aujourd'hui. Et tout ce que je voulais réaliser à TVA à l'époque, je le réalise aujourd'hui, mais à plus grande ampleur, parce que maintenant, je travaille juste avec des leaders, je travaille juste avec des patrons, je travaille juste avec des décideurs. Et ça fait toute la différence parce que je connais mon identité aujourd'hui. Et quand je dis je me laisse diriger, je vais te laisser après poursuivre là-dessus. Mais quand je me laisse diriger, c'est que quand j'ai quitté TVA, j'avais frappé certaines barrières. J'ai dit, Seigneur, à partir de ce moment, je lâche prise. Tu sais que mon grand pourquoi, c'est de faire avancer les femmes et la diversité. Au début, je voulais le faire à travers la télé. Si le véhicule n'est plus la télé, c'est correct, je lâche prise. Aide-moi à trouver les bons véhicules. Et la seconde que j'ai fait cette décision-là, c'était en mai 2016, donc en démissionnant. Le mois après, j'étais en France et ça va faire 2 ans que je suis à mon compte et j'ai atteint des niveaux plus élevés en termes de réalisation que si je m'étais accrochée à vouloir faire absolument de la télé pour des gens. Et maintenant, je travaille pour les médias, mais ils sont mes clients. Yes! C'est vraiment gros. Tout ce que tu dis est vraiment gros parce que souvent, on s'attache à un standing ou un statut que les gens nous donnent. Ouais. Mais qu'en est-il de ce que l'on dit de nous-mêmes? Tout à fait. Et tu vois, la première question que tu m'as demandé, tu m'as dit qui je suis. Qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je considère que qui je suis, c'est que je suis un enfant de Dieu, je suis une femme, j'aime les gens. Je ne suis pas mon projet, je ne suis pas mes réalisations, je ne suis pas mon titre de président, je ne suis pas celle qui fait de l'argent. Je suis la femme que je suis et la femme que je suis instille son énergie, son amour, son engagement dans ces projets-là. Donc, ces projets-là, c'est pas eux qui me définissent, c'est moi qui définis ces projets-là. Et c'est ça qui fait la différence. C'est quelle est l'importance qu'on accorde aux gens autour de nous. Même mon réseau, j'ai un gros réseau. J'étais à 1 degré de séparation de plein de gens. Ou sinon, c'est pas des vols directs. Mais le réseau ne fait pas qui je suis. Exact. Et au contraire, maintenant, il faut se dire, si tu me connais, en toute humilité, c'est bon, pas que c'est bon pour toi, c'est... il faut que tu connaisses ta valeur. Ça, Micheline l'a dit aussi dans ton émission. Il faut que tu connaisses ta valeur. Et quand tu connais ta valeur, mais tu sais que maintenant, tout ce dont... toute chose dans laquelle tu t'impliques, tu apportes ta valeur. Donc maintenant, tu ne vois plus comme l'autre que tu vas aller beg, mais tu vois comme toi, tu apportes un plus également. Super. Alors, pour terminer, on va parler de ton podcast. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu l'origine rapidement du bébé qui est ton podcast et sa raison d'être et où est-ce qu'on peut le suivre. Mais je te dirais brièvement, c'est important d'écouter les voix qui sont en nous. Pour moi, cette voix-là, c'est Dieu. Il y en a qui vont l'appeler l'instinct, peu importe. Parce qu'il y a quelques années, quand j'ai dit que j'avais lancé en musée sans mots, j'avais arrêté de le faire. Et là, l'année passée, où il y a 1 an et demi, j'ai recommencé à faire des Facebook Live comme toi. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me fais faire ce projet-là? Je veux dire, j'ai pas les moyens, ça me tente pas nécessairement d'investir autant. Et c'est là que je l'ai fait pareil, sachant pas que c'était ce projet-là qui m'a ouvert la porte pour un plus grand projet qui est ce podcast. Wow. Parce que la personne a pris cette initiative-là et l'a présentée aux producteurs qui m'ont pris. Donc, j'ai fait un podcast qui est un documentaire audio de 7 épisodes dans Côte-des-Neiges. J'ai interviewé une 50aine de personnes pour faire
émerger les enjeux sociaux qui les touchent à travers une étude ethnographique qui se passait sur le terrain. Ça veut dire trouver les pistes de solutions avec eux. Et maintenant, on pouvait aller en ligne pour pouvoir écouter ce que les hommes, femmes, jeunes, moins jeunes racontent sur Côte-des-Neiges. Et j'ai 2 objectifs, entre autres, c'est de briser les préjugés, faire rayonner la diversité et changer le narratif. Les immigrants ou les gens issus de la diversité, on est une richesse pour ce pays, on est une richesse pour cette ville, pour cette province. Et il faut être capable de contrebalancer le narratif qu'on entend quotidiennement dans nos médias. Donc là, dans un épisode, tu vois un homme noir qui parle avec une femme noire, avec une femme blanche, des choses que tu vois pas au Québec, et j'en suis vraiment très fière. Donc c'est uptownlepodcast.com. Félicitations! Je suis une jeune professionnelle, je me retrouve pas dans mon emploi. Un conseil pour la fin? Prends une pause. On vit dans une société où est-ce qu'on carbure, où est-ce qu'on a une pression sociale de la performance. On est toujours en train de se comparer. Comme moi, ça va super bien maintenant. Ce que je fais, c'est que je tire des personnes que ça va peut-être un peu moins bien. Des personnes qui ont besoin d'encouragement, des personnes qui ont besoin de soutien. Mais à un moment donné, moi, je risque d'avoir une période qui est plus difficile. Il faut arrêter de se comparer. Donc moi, je dis, la meilleure façon, c'est de prendre une pause, c'est d'accepter de prendre un recul, parce que sans pause et sans recul, on ne peut pas se renouveler. On ne se renouvelle pas quand ça va trop vite. On ne se renouvelle pas quand on est continuellement dans l'action. C'est quand on pèse stop. Et moi, mon stop, ça a été, quand je parle d'échec, parce qu'avant la fausse couche, je pense que c'est un échec, mais cette fausse couche-là m'a permis d'arrêter. Et là, quand j'ai été ma 2e grossesse, j'ai été forcée d'arrêter parce que le docteur m'a dit, Dorothy, si je t'arrête pas, tu vas le perdre, t'arrêtes pas, t'es enceinte et t'arrêtes pas de courir. Et là, ça m'a forcée d'arrêter. Et à cause que j'ai arrêté, je suis où je suis aujourd'hui. Donc, le seul conseil que je vous dis, c'est prenez une pause, faites du recul, regardez d'où est-ce que vous êtes parti, planifiez où est-ce que vous voulez aller, regardez vos ressources, regardez vos compétences qui peuvent vous aider et planifiez votre plan et travaillez-le avec passion, créativité, détermination, intégrité, sans relâche et gardez Dieu toujours au centre de tout ça. Merci! Alors, c'était un autre épisode de On a fait du chemin. Merci.